Nous avons aujourd'hui des informations très détaillées sur la question. Nous avons les mémoires du grand moufti de Jérusalem exprimant sans relâche pendant toute la durée de la guerre son admiration pour Hitler. Nous avons des travaux d'historiens faisant état de l'existence d'une légion SS arabe attendant à l'arrière de l'armée de Rommel l'ordre de foncer sur le Yishuv pour y exterminer les 500 000 juifs qui y étaient déjà installés. Nous savons en d'autres termes que le nazisme fut une idéologie mondiale qui connut des versions nationales et en particulier une version arabe non moins criminelle, ni plus ni moins que sa version européenne. Cela ne change rien, bien au contraire, au nécessaire combat pour la démocratie dans le monde arabe et en particulier dans l'État palestinien à naître, mais c'est un argument de probité qu'il est juste d'opposer sans se lasser à ceux qui, forts d'une ignorance qui est fille de l'absence de mémoire, tentent de délégitimer Israël et parfois, hélas, y parviennent. Commémorer la Shoah, c'est aussi ce devoir de probité, c'est aussi cette lutte contre l'ignorance. Nous sommes le 20 avril 2009. On aurait pu, quand fut décidé il y a 50 ans d'inscrire cette journée de commémoration dans le calendrier des nations, choisir le jour anniversaire de l'ouverture des camps de la mort. On aurait pu choisir celui de la conférence de Wannsee. On aurait pu se décider pour n'importe quel autre jour témoignant, et ils sont légion, du martyre juif à travers les âges. Eh bien non, c'est le 27 Nissan de l'année hébraïque qui fut choisi, c'est-à-dire cette année en particulier, le jour anniversaire du déclenchement de l'insurrection du ghetto de Varsovie, et dans les vives discussions qui présidèrent à ce choix, dans le débat notamment entre Ben Gourion et les tenants du judaïsme religieux, ce détail n'échappa évidemment à personne, ce qu'il entendait signifier qu'il fallait en finir avec le cliché d'un peuple juif allant à la mort comme bêtes à l'abattoir, qu'il fallait célébrer en même temps que le souvenir du crime, celui de ces épisodes héroïques que furent, après Varsovie, les révoltes de Sobibor, Birkenau, Treblinka, qu'il importait en d'autres termes de commémorer un massacre, mais aussi une résistance. Pour moi, qui suis fils non de déportés mais de résistants, cette volonté était essentielle. Je vous invite à vous souvenir qu'il y a toujours, jusque dans la nuit la plus noire, lieu de s'insurger et d'espérer. Nous sommes là pour rappeler, bien au-delà de nous, à tous les peuples du monde, qu'il est toujours possible, toujours de se révolter. Un dernier mot. Puisque nous en sommes aux questions de calendrier, il y a un vrai hasard cette fois des calendriers qui fait que c'est donc ouvert aujourd'hui, à quelques pas d'ici, une conférence internationale contre le racisme. Et il s'est trouvé à nouveau des voix pour nous dire à quoi bon revenir sur les racismes d'hier quand ce sont les racismes de demain qui menacent. Ne craignez-vous pas, en vous fixant sur les génocides anciens, de manquer ce qui advienne ici, maintenant, sous vos yeux? Eh bien non, bien sûr, nous ne le craignons pas. Et je pense même, pour être franc, qu'il y a là une autre raison, au contraire, de commémorer la Shoah. Car outre que cette conférence est en train de tourner comme prévu à la mascarade, je retourne la question. Pourquoi tant d'organisations juives se sont-elles mobilisées pour le Darfour? Pourquoi les premiers à avoir compris ce qui se passait au Rwanda furent-ils ceux qui, juifs
ou non-juifs, avaient la Shoah au cœur? Pourquoi, quand le monde fermait les yeux sur le massacre des musulmans de Bosnie, revint-il à une poignée d'hommes et de femmes dont le seul point commun était d'avoir en tête le plus jamais ça d'Auschwitz, de sonner le tocsin? Ils n'étaient pas mieux informés que d'autres, naturellement, ni encore moins meilleurs. Ils avaient juste une boussole, une échelle du mal et du pire, une sorte de radar qui leur signalait chaque fois la proximité de la bête et son parfum caractéristique. Il faut commémorer la Shoah parce que loin de nous rendre aveugles aux souffrances du moment, c'est le seul moyen, au contraire, de les rendre intolérables et visibles. Je rêve, mes chers amis, d'une conférence qui, au lieu de servir de tribune au délire raciste d'un président iranien irresponsable, au lieu de servir au blanchiment moral d'un carteron de dictateur dont la contribution à l'histoire mondiale de la démocratie et des droits de l'homme a consisté jusqu'ici à pendre les homosexuels, à opprimer les minorités religieuses ou à brûler vives les femmes adultères, aurait été une tribune pour tous les offensés, les sans-voix des génocides oubliés d'aujourd'hui. Je rêve d'un Durban II qui se serait ouvert sur le témoignage d'un Indien Dalit ou d'un survivant du Darfour ou d'un Rwandais rescapé des massacres d'il y a 15 ans, ou du fils d'un de ces morts, sans tombe non plus, sans nom, sans visage, sans inscription, dans aucune archive ni mémoire, parfois sans nombre, qui ressemblent comme des frères aux morts sans reste de la Shoah et que fauchent aujourd'hui même en Afrique, en Asie ou ailleurs, des guerres qui n'intéressent personne. Ce rêve, il faudra bien qu'il finisse par devenir réalité, et c'est pourquoi ce soir, depuis cette belle ville qui est par tradition symbole d'hospitalité et de tolérance, devant vous qui êtes par vocation les avocats naturels de tous ces damnés modernes, j'appelle à une autre conférence, vraiment antiraciste, vraiment fidèle aux idéaux des Nations Unies, car scellant la grande alliance des ébranlés d'hier et d'aujourd'hui. Oublions Durban II, préparons Genève 3.